Salut tout le monde, je m'appelle Hugo Viel et je suis avec Ludovic Maugère, ici présent. Et pour commencer cette rencontre inspirante, parce qu'on va être inspiré, je vais te demander, Ludovic, pour faire connaissance, de me dire, c'est où la dernière fois que tu as vu un feu d'artifice? Je vais tricher, mais la dernière fois que j'ai vu un feu d'artifice d'étoiles filantes, c'était joli, c'était pas très loin d'ici, à côté d'Aigues-Mortes, sur une péniche avec juste le ciel pour compagnon. C'était très sympa. Et tu as dormi sur cette péniche? J'ai dormi sur cette péniche. Avec le ciel étoilé comme plafond. Waouh, c'est beau. Donc en plus de ça, donc Ludovic, tu portes un projet qui s'appelle Migrambus. Et en plus de ça, tu es un poète, donc. Tout à fait. Le projet du coup s'appelle Migrambus et actuellement on est en train de changer de nom aussi. Donc je t'expliquerai un petit peu plus pourquoi. Et donc c'est quoi ce projet qui va changer de nom bientôt? Du coup, Migrambus Talent Itinérant, qui devient du coup notre nom à partir de maintenant, c'est un projet de café associatif itinérant qui, pour contrer le manque de lien social entre les populations françaises et les populations réfugiées, exilées, demandeuses d'asile, on a vu que les Français n'allaient pas nécessairement vers les personnes réfugiées et parfois à l'inverse non plus. Et du coup, on a voulu créer un café associatif itinérant qui permet de partir avec une équipe de personnes réfugiées dans plusieurs villages en France et de créer des animations, des ateliers, des temps de partage et de rencontres. Et ça fait combien de temps que tu as lancé avec d'autres personnes, j'imagine, ce projet? Ouais, j'ai lancé ce projet en 2020 avec une associée qui s'appelle Emma. Et en fait, on est tous les deux, on s'est connus parce qu'on était bénévoles dans une association à Lesbos, en lien aussi avec le C'est où Lesbos? Lesbos en Grèce, à 6 km de la Turquie. C'est une très grosse île avec à peu près 100 000 habitants. Et sur cette île, il y avait un camp pour des personnes qui devaient transiter pour quelques jours. À la base, il y avait 1500 places. Il y avait plus de 20 000 personnes dans ce camp, qui sont des personnes d'Afghanistan, du Proche-Orient, du Moyen-Orient, d'Afrique aussi, de Syrie. Et du coup, il y avait un ensemble d'associations humanitaires là-bas pour un petit peu leur venir en aide au quotidien. Et j'étais dans un centre d'accueil de jour. Et je crois que c'est un peu ça aussi qui a inspiré le projet Migrambus et Talent Itinérant. C'était un centre qui accueillait jusqu'à 1000 personnes par jour pour leur proposer toutes les activités que chacun et chacune aurait envie d'avoir dans sa vie normale, dans sa vie de tous les jours. Des cours, des choses à manger, un endroit pour discuter, un endroit pour prendre un thé. Une boutique, bref, tout ce qui ressemble à une vie normale, mais qu'on n'a pas forcément quand on est dans un parcours migratoire. Et ce qui m'avait beaucoup marqué dans cette expérience, c'est qu'il y avait une quinzaine de bénévoles qui venaient tous les jours du camp, donc qui dormaient dans une tente, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, et qui venaient ensuite faire profiter de leurs compétences à ces 1000 personnes qui venaient passer la journée là-bas. Notamment, il y avait des coiffeurs, il y avait des artistes, il y avait des danseurs, il y avait des professeurs, il y avait des cuisiniers, des cuisinières. Et ça m'a beaucoup inspiré. Et du coup, c'est devenu une des marques de fabrique de Migrambus, où du coup, on part avec une équipe de 6 à 7 personnes réfugiées, de ville en ville. Et dans chacune de ces villes, on anime des ateliers, des débats, des conférences sur la base des compétences des personnes réfugiées qui nous accompagnent. Et du coup, ça nous permet de mettre en avant le fait qu'elles ne sont pas ici simplement pour prendre. C'est une image qu'on leur donne beaucoup en France, aux personnes exilées, qu'elles viennent ici pour récupérer nos allocations, par exemple. Du coup, le jour où on m'explique qui connaît le mot allocation dans les mots réfugiés, j'en serais ravi, mais pour l'instant, je ne l'ai pas rencontré. Et du coup, voilà, ces personnes sont là parce qu'elles ont aussi des choses à offrir à notre société, et ça nous tenait à cœur de les mettre en avant, et c'est pour ça qu'on devient talent itinérant. C'est qu'on continue nos parcours un peu partout en France. Mais on n'a pas forcément envie d'être avec des migrants dans un bus, mais simplement de montrer des talents qui ont tout à fait leur place ici. Et donc c'est cette expérience à Lesbos avec Emma où vous avez découvert du coup un lieu de partage où plein de gens se réunissaient pour vivre ensemble et partager et faire profiter les autres aussi de leur talent. D'où le nouveau nom de votre projet. Et du coup, comment vous le concrétisez? Est-ce que vous avez déjà eu des premières expériences où vous êtes baladé du coup en itinérance avec plusieurs personnes, et comment ça s'est passé?
Ouais, on a eu les yeux plus gros que le ventre la première année. On a voulu partir avec le projet vraiment de nos rêves, donc on est parti avec le projet de nos rêves. Ça a été une expérience extrêmement enrichissante. On est parti pendant 3 semaines avec une équipe de 7 personnes, toutes réfugiées, qui avaient donc le statut de réfugié. Non, il y avait un demandeur d'asile irakien aussi. Et on est parti dans 3 villages avec une tiny house. Donc du coup, il faut tout savoir faire quand tu es dans une association. Donc j'ai passé un permis pour pouvoir conduire une tiny house. Et on s'est retrouvés en Bretagne, on s'est retrouvés à Niort, on s'est retrouvés en Essonne, dans 3 villages différents qui nous ont accueillis pendant une semaine, et dans lesquels on a animé en tout, je crois, 70 ateliers sur le total des 3 semaines. 70 en 3 semaines. Ouais, c'était un peu trop, on apprend en marchant. Et c'était qui les personnes qui vous accompagnaient ? Les personnes qui nous accompagnaient, du coup, il y avait à peu près 6 ou 7 personnes. Déjà, dans notre équipe d'organisation, de gestion de projet, il y a Haider, qui est afghan, et qui, du coup, est notre 3e associé, qui nous a rejoint en cours de route. Et après, on avait les personnes qui, du coup, offraient leur talent dans les villages. Donc là, on avait Kali, qui est irakien et qui est coiffeur, qui est d'ailleurs mon coiffeur personnel. Voilà. Il y avait Asma, qui du coup est syrienne et qui fait de la danse contemporaine et du yoga. Il y avait Basma, qui proposait de la cuisine, notamment du Yémen et d'Érythrée. Il y avait Baher, qui vient d'Afghanistan et qui est couturier. Voilà, je pense que j'oublie peut-être 1 ou 2 personnes, mais on avait différentes activités, aussi bien sportives, culturelles. On a eu un débat sur le féminisme organisé par une femme racisée qui vient du Yémen. Donc du coup, c'était tout un programme très riche en rencontres et en déconstruction. Et c'était quoi l'accueil dans les différents lieux où vous avez posé la tiny house ? L'accueil a été très chouette. On a eu que des belles rencontres et que des personnes qui nous ont accueillis positivement. Donc je pense que les personnes qui n'avaient pas envie de nous voir, elles sont simplement pas venues, s'il y en avait. Non, on a été très très bien accueillis et on a régulièrement encore des demandes de village parce que je pense qu'on répond à un besoin aussi. On présente des ateliers, des activités dans des villages qui sont parfois un petit peu calmes et du coup je pense que ça fait du bien à tout le monde. Et l'expérience la plus marquante que j'ai eue, c'était un jeune homme dans un village à Niort, du coup à côté de Niort, qui du coup n'avait jamais rencontré une personne réfugiée dans sa vie, et c'est à peu près tout ça le postulat de notre projet. Et il s'est retrouvé à se faire couper les cheveux par notre coiffeur irakien. Donc il faut s'imaginer quand même, tu vois, le gros rasoir, la grosse lame sur le cou, et le quincailler du village qui a 25 ans et qui n'est pas sorti forcément à rencontrer des réfugiés. Et du coup, il y a un journaliste qui lui demande « Mais qu'est-ce que ça a fait comment tu ressens ça ?» Et il dit « Je me rendais pas compte, mais en fait, on est tous les mêmes. » Ah oui, ça a été une révélation un peu... Et du coup, genre, t'as la bouche du gars qui tombe en même temps qu'il parle. Et du coup, c'est à peu près ça qu'on veut faire. C'est qu'en gros, c'est la même chose sur les questions du climat. C'est qu'en fait, la plupart des gens savent. Et la plupart des gens cachent et se cachent ce qu'ils n'ont pas envie de savoir. Et en fait, le seul moyen d'agir, et du coup, c'est pour ça aussi que je suis devenu activiste, c'est pour être dans l'action. C'est que pour agir, il faut vraiment être touché dans le cœur, il faut être touché dans le corps. Et il n'y a que la rencontre, il n'y a que ce moment où on se retrouve en face à face avec une personne qu'on va vraiment comprendre ce qu'elle vit et qu'on va déconstruire nos préjugés. Et notamment, il y a un article qui m'avait beaucoup inspiré, un article du Monde qui répertoriait 5-6 profils de quinquagénaires qui, toute leur vie, avaient été plutôt gentiment à droite et qui s'étaient jamais préoccupés des personnes exilés et qui même les avaient un peu en horreur, et qui se sont trouvés par un concours de circonstances à devoir quasiment accueillir une personne réfugiée chez elle. Et en fait, au bout d'1 heure, leur passif de 30 ans de rejet des personnes migrantes en fait, a été complètement annulé par la rencontre. Et la rencontre a été voilà, bouleversante, et ces gens-là continuent d'accueillir 5 ans plus tard tous les jours parce que la rencontre, il n'y a que ça de vrai, quoi. Oui, c'est ça aussi qui a inspiré le projet. On peut le lire justement sur le site internet. C'est cet article du Monde qui, en fait, au-delà de l'expérience que Emma et toi vous avez vécue en Grèce, c'est aussi le fait que, ici, à plein d'endroits, et ça c'est
matérialisé, ça a été montré lors de votre première expérience, où en fait juste la rencontre avec les gens, ça permet aussi de rendre concret quelque chose dont on parle de manière très abstraite, que ce soit dans les médias ou que ce soit autour d'une table ou quoi que ce soit. En fait, d'avoir des personnes en face de nous, c'est juste, ça rend la chose vivante, et c'est ce que vous essayez de faire. Et justement, c'est quoi les prochaines étapes du coup pour ce nouveau projet Les prochaines étapes, c'est déjà de pérenniser le projet et l'association. Et c'est vrai qu'en ce moment, on est un peu dans une période compliquée, parce qu'on voit aussi tout ce qui se passe dans le reste des causes sociales et environnementales. Et du coup, notre cœur balance beaucoup sur où mettre notre énergie en ce moment. Quand on voit notamment qu'ils estiment à peu près à 250 millions de réfugiés climatiques en 2050, et qu'aujourd'hui, des spécialistes disent déjà qu'en fait, la plupart des réfugiés sont impactés d'une manière ou d'une autre. Un des facteurs de départ, parfois sous-jacent, c'est le réchauffement climatique déjà à l'heure actuelle. On se pose beaucoup de questions aussi sur comment on arrive à adresser ces différents sujets. Le projet Migrant-Bus, talent itinérant, lui, il est amené à continuer à créer la rencontre. Et en même temps, est-ce que c'est assez rapide, est-ce que c'est assez fort dans un monde qui évolue aussi vite, avec des enjeux climatiques qui commencent très sérieusement à nous tomber dessus. Et est-ce que justement tu penses que le projet que vous menez de talent itinérant, c'est un projet qui s'inscrit aussi dans une certaine écologie et qui vient aussi répondre aux enjeux actuels, comme tu dis, qui sont liés au changement climatique ? Tu fais le lien fortement entre les deux ? Je pense que je fais le lien parce que du coup, c'est mon cœur est dans ce projet, et mon cœur est aussi dans l'engagement pour l'environnement. Et du coup, c'est beaucoup ça qui fait donner cette teinte-là. J'ai animé des fresques du climat dans le cadre du projet, où on partait dans des villages et on avait des personnes réfugiées et des personnes du village qui étaient au même atelier de fresques du climat que j'ai pu animer. Donc on essaye de teinter le projet de l'écologie. Et en même temps, je crois que si on arrive déjà juste à déconstruire avec ce projet l'imaginaire lourd, la médiatisation infamante des personnes exilées, si déjà on arrive à déconstruire ça avec ce projet, je pense qu'on sera content. Et du coup, ça impose aussi de mettre de l'énergie à côté sur les autres enjeux. Et comment vous êtes arrivé à entrer en lien, en contact avec les personnes qui vous ont rejoint dans ce projet et qui vous ont fait confiance aussi pour vous suivre pendant ces quelques semaines à la rencontre de l'autre ? Là, pour ça, c'est pas mal du réseau. Du coup, Heider, donc, qui fait partie de notre équipe, était responsable notamment du recrutement. Lui, il bosse dans une association qui s'appelle Espero. Il est chargé d'insertion professionnelle. Et du coup, finalement, dans les parcours migratoires, on se rend compte aussi que c'était un peu notre tristesse en arrivant en France, c'est qu'on pensait que c'était le bout du tunnel, et en fait, pas du tout. C'est juste une autre partie du tunnel. Et notamment, le tunnel administratif et le tunnel professionnel est extrêmement long. Et du coup, chargé d'insertion professionnelle, ça veut beaucoup dire essayer de donner sa chance à différentes personnes, même dans le bénévolat. Et du coup, il a réussi à nous recruter pas mal de monde, et tous les gens sont toujours très intéressés de... En fait, en France, quand tu es demandeur d'asile, tu n'as pas le droit de travailler, à part sous certaines conditions, au bout de 6 mois, si jamais tu as vu la proposition que généralement on ne te met pas en avant. Donc en gros, tu ne peux pas travailler. Et en fait, si tu ne peux pas travailler, quand ta passion c'est de couper des cheveux, en fait tu meurs, quoi. Et du coup, notre projet, je pense qu'il a parlé à pas mal de demandeurs d'asile, notamment parce que les temps sont très longs. Et du coup, leur redonner un accès à la vie, leur redonner un accès à qui elles sont et à ce qu'elles ont envie de transmettre, je pense que c'est un truc qui leur a parlé assez vite. Ce que j'entends là que tu dis, c'est qu'il y a aussi ce côté de, en fait, reprendre contact avec la vie, parce que quand tu es demandeur d'asile, au final, tu peux faire très très peu de choses pour t'occuper et pour passer le temps. Et du coup, votre itinérance permet aussi de se reconnecter et de mettre aussi à profit ses talents pour les autres. Ouais, exactement. C'est un projet qu'on a essayé de faire un peu gagnant, dans l'idée où du coup tout le monde est bénévole. Voilà, nous aussi dans l'équipe on est bénévole. On est accueillis bénévolement par des citoyens, donc des gens qui nous offrent leur hébergement pour toute l'équipe pour la semaine où on va dans ces villages. Et du coup, les personnes exilées qui viennent avec nous pour l'instant sont bénévoles. Donc en fait, tout le monde a quelque chose à gagner dans cette histoire, que ce soit de retrouver un goût à la vie sociale, que ce soit de découvrir une nouvelle culture sans bouger de chez soi. Et c'est ça qu'on aime bien dans ce projet. Voilà.
Et Emma et toi, du coup, vous êtes bénévoles sur ce projet. Et c'est quoi vos engagements aussi à côté? On est bénévole dans ce projet. Là, Emma, elle a repris ses études. Et donc, elle est en design social. C'est un peu long, on pourra en parler après. Et du coup, moi, je suis plutôt engagé sur des sujets environnementaux et sociaux aussi, notamment dans une association qui s'appelle On est prêt et qui vise à mobiliser massivement les jeunes sur des questions climat et justice sociale. Et du coup, juste un petit point, parce qu'effectivement, on a parlé du fait que les gens de notre équipe sont du coup, enfin, les gens qui nous accompagnent et qui sont réfugiés sont bénévoles. Évidemment, c'est pas du tout le but du jeu. Le but, c'est de pouvoir les rémunérer parce que c'est un vrai travail qu'elles font. Et du coup, on est en pleine phase de structuration et de recherche de financement dans l'optique de pouvoir pérenniser le projet et surtout les payer eux. Et après, nous, on verra, mais c'est pas important. Et justement, comment les personnes qui sont présentes aujourd'hui, qui écoutent, comment on peut aider du coup Talent Itinérant à continuer son travail et puis à aussi construire de nouveaux projets autour de cette envie qui est la rencontre et la mise en lien des personnes, hein. Eh ben, on n'est pas forcément super bien aiguillé sur la question pour l'instant. On avait lancé une campagne de financement participatif avec succès il y a 1 an, mais on ne l'a pas refait depuis. C'est toujours possible de faire des dons, mais globalement, là, on commence à chercher des financements plus structurels, plus importants, donc notamment au niveau des fondations. Et là, on commence à se pencher très sérieusement auprès de quelle fondation on va demander l'argent, auprès de qui on veut l'argent, auprès de qui on n'en veut pas. C'est sûr qu'on n'a pas envie d'avoir le petit logo de Total en bas des affiches Migrambus. Donc c'est tout un sujet en ce moment. Et on cherche également des personnes bénévoles pour donner du feu, parce qu'en fait, un projet associatif, c'est un projet du cœur et c'est un projet qui ne fonctionne qu'à mesure qu'on a de l'énergie à mettre dedans. Donc voilà, plus on sera nombreux et nombreuses, plus on pourra partir et déconstruire les préjugés. Parce que plus il y aura d'énergie. Est-ce que dans la salle, il y a des personnes qui ont des questions sur l'aventure de Migrambus / Talent Itinérant et de l'aventure de Ludovic sur le sujet? Parce que j'ai l'impression que même les histoires de chacune des personnes qui t'ont accompagné pendant ces expériences pourraient prendre des heures à elle entière pour raconter en fait ce qui s'est passé et comment on en est arrivé là. N'hésitez pas à lever la main, mais moi j'ai des questions, du coup je vais les poser. Mais c'est quoi l'anecdote qu'on t'a racontée qui t'a le plus touché dans le long terme, c'est-à-dire soit qui t'a ouvert à une nouvelle manière de vivre ou à qui t'a vraiment sorti de ta culture et qui t'a vraiment dit ah ouais, on peut faire ça aussi comme ça. Est-ce qu'il y a une anecdote qui t'a touché particulièrement pendant ces expériences? Tu penses à une anecdote sur le parcours de la vie d'une des personnes Ouais. Moi, je pense qu'un des moments qui m'a le plus bluffé, et pourtant je me considère écolo et jusqu'au boutiste sur toutes les démarches environnementales, réduction de tout ce que je peux faire pour mon empreinte carbone, pour réduire l'eau que je consomme. Et du coup, j'étais en train de laver de la vaisselle avec Basma, du coup, qui vient du Yémen, et qui me pousse violemment en me disant écoute, c'est pas du tout comme ça qu'on fait la vaisselle. Et en fait, elle avait fait la vaisselle toute sa vie avec, je sais pas, un verre d'eau pour laver la vaisselle de la famille. Et donc du coup, on gâchait pas l'eau. Et c'est vrai que ça a été une leçon de vie. Enfin, je pense que Basma était une grande leçon de vie pour moi aussi, du fait que donc elle est femme, elle est typée éthiopienne, parce qu'en fait elle est éthiopienne et yéménite, donc une femme noire au Yémen, dans un pays qui applique la charia, où du coup elle a expliqué à son père qui est lui-même dans les ordres religieux qu'elle ne mettrait pas notamment le voile. Donc du coup tout ça c'est des leçons de vie absolument incroyables pour moi sur comment des personnes, et je pense que c'est ce que je retire le plus des personnes exilées, réfugiées, demandeuses d'asile, c'est waouh la résilience que ces gens-là sont capables d'obtenir. Et moi depuis mon siège doré, jeune homme blanc privilégié, en fait pour l'instant j'ai jamais eu besoin de me mettre dans des conditions dans lesquelles je développe une telle résilience. Mais croyez-moi, c'est vraiment, enfin,
des gens qu'on va voir de plus en plus malheureusement dans les années à venir. Et en fait, c'est des gens qui ont développé une force vitale absolument incroyable et qui est vraiment un exemple pour moi à chaque fois que je les rencontre. Eh ben, c'est un bel appel à la rencontre et à aller vers l'autre. J'espère que vous allez pouvoir vous balader dans beaucoup de villages hein, dans les années à venir. S'il n'y a pas de mains qui se lèvent, s'il y a des mains qui se lèvent juste ici, pour poser une question à Ludovic. Merci. Bonjour. Je voulais savoir si vous disiez des trucs sur Montpellier aussi. Eh ben, on a failli partir à Arles. Là, on était prévu à Arles cet été. Ça s'est pas fait au dernier moment pour des raisons logistiques. Mais on peut partir en fait un peu partout en France. On est en train de réfléchir notamment à se faire accueillir dans des tiers-lieux, en sachant qu'il y a aussi beaucoup de tiers-lieux dans la région. Donc à discuter après si toi tu as des pistes dans le coin. D'accord, ouais, je vais bien. Yes. Ok, merci. On a encore une question. Ouais, bonjour. Moi, j'ai créé une base de données des alternatives où je répertorie un peu tout ce qui existe en alternative et je répertorie tous les cafés associatifs de France, tous les tiers-lieux de France. Donc, je veux bien vous rajouter dans la base. Comme ça permettra de donner une petite touche différente à la dynamique des cafés associatifs. Voilà. Très chouette, merci pour la proposition. On peut se voir dans 1 minute si tu veux. Ça marche. Que de liens qui se créent déjà. Eh bien, si il n'y a pas d'autres questions, Ludovic reste là pendant un moment, donc on peut discuter avec lui. Et merci pour votre attention et on se retrouve dans 30 minutes pour la prochaine rencontre inspirante. Merci beaucoup. Merci beaucoup Hugo.